Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 novembre 2024 et autant vous dire que cette semaine, on va parler politique, on va parler élections américaines. Vous l'aurez compris, on ne peut pas ouvrir un journal sans tomber sur le sujet qui nous concerne tous. Que va-t-il se passer en cas de victoire de l'une ou de l'autre ? On n'en sait rien, mais on aura la réponse d'ici, normalement, mercredi matin, heure de chez nous. Mais rien n'est moins sûr, puisque si vous écoutez un peu les médias, on va dire mainstream, a priori, il n'y aura pas de résultat mercredi matin. Et la grande question sera de savoir combien de temps ça va prendre pour savoir qui dirige le monde. Donc la semaine sera axée là-dessus et principalement là-dessus. Par contre, la seule chose qui va nous intéresser en plus des élections, eh bien, c'est la Fed. Oui, la Fed, puisque, vous le savez, ils travaillent quand même. C'est pas férié, hein, c'est juste des élections américaines. Donc la Fed se réunira mercredi et jeudi. Ils ont décalé d'un jour pour ne pas gâcher le plaisir des élections américaines. Et comme ça, ils pourront réagir si cela se présente nécessaire. Donc ce matin, vous ne trouverez pas un seul média financier qui ne parle pas des élections américaines. Tout le monde est allé fouiller dans le passé pour voir ce qui arrive, en l'occurrence, quand il y a des élections aux États-Unis, ce qui se passe avant dans les marchés, un jour avant, mais aussi 30 jours après, des fois jusqu'à Noël. Donc c'est pas sûr que ça nous change la vie, parce que si on regarde un petit peu les chiffres qu'on a retrouvés sur ces dernières années, la seule chose qu'on apprend, c'est que la plupart du temps, les marchés sont en hausse lors de l'année électorale, et qu'après l'élection de novembre, les marchés ont tendance à moins monter lors de la fin d'année. Alors autant vous dire que ça nous fait une belle jambe, surtout qu'on a déjà une hausse de 25% sur cette année, donc on n'attend plus vraiment grand-chose d'ici Noël. Par contre, le problème qui risque de se présenter, c'est l'incertitude. Les sondages donnent une élection hyper serrée, et en cas de recomptage nécessaire dans certains comtés ou dans certains États, ou voire de disparition mystérieuse de certains bulletins de vote, eh ben, ça risque de swinger très fort dans les rues américaines. Et donc, logiquement, comme Wall Street est une rue, eh bien, ça risque de swinger aussi là-bas. Les prochaines heures vont donc être dévolues à l'élection américaine à 100%. Donc, il est peu probable qu'on fasse des grandes manœuvres à la veille des élections américaines. On est dans une zone d'attente, donc on verra ce qu'il se passe ces quelques heures, mais ça risque d'être très calme. Autre chose que l'on sait de la période post-électorale, c'est que la volatilité a tendance à monter un peu, ce qui pourrait donc nous donner un peu plus de rythme sur les indices. Mais bon, pour le reste, ce matin, on est en mode qu'est-ce qui va se passer si Trump gagne, ou qu'est-ce qui pourrait se passer si Kamala gagne. Alors je vais vous épargner les théories sur le sujet, les il se pourrait et autres Trump est inflationniste, parce que de mémoire, il y a 8 ans en arrière, on nous avait garanti un crash boursier en cas d'élection de Donald Trump, et grosso modo, on a eu exactement l'inverse. Je pense donc qu'il est sain de ne pas essayer de tirer des plans sur la comète, sachant que de toute manière, le marché a une vision à 3 minutes et se contente en général de voler à vue. Une chose est sûre, en ce lundi matin, c'est pas nécessaire de parler d'investissement sectoriel et de stratégie de portefeuille pour les 48 prochaines heures, puisque jusqu'à l'annonce officielle d'une victoire définitive, eh bien, on va plus voir en couleur, on va plus voir en noir et blanc. Les seules couleurs qu'on pourra percevoir normalement, c'est le bleu et le rouge. Alors par contre, il est vrai que même si tout le monde a les yeux fixés sur les bureaux de vote, on a tendance à oublier que dès mercredi et jusqu'à jeudi soir, la Fed va se réunir afin de décider ce qu'ils vont faire au sujet des taux d'intérêt. What a surprise! À voir les récents chiffres économiques qui ont été publiés, que ce soit ceux de l'inflation ou ceux de l'emploi, c'est quasiment certain que Powell baissera les taux de 25 basis points. En plus, il n'est pas prévu qu'il fasse un update sur les conditions économiques américaines comme il fait d'habitude, puisque c'est prévu seulement sur le meeting de décembre, à moins d'une surprise. Donc les experts s'attendent à un meeting calme et sans surprise, ce qui pourrait d'ailleurs être la meilleure chose qui puisse nous arriver en ce moment, ne pas avoir de surprise ni bonne ni mauvaise à gérer en plus de l'aspect électoral des choses. Après, il faudra noter que certains économistes ont déjà imaginé un scénario un peu bizarre, en allant un peu plus loin, en se disant que si jamais on se retrouve dans l'incertitude totale ou que Kamala Harris remporte les élections et que les républicains descendent dans la rue, la Fed pourrait, en catastrophe, baisser les taux de 50 basis points
pour rassurer le marché. Bon, tout ça, c'est que du conditionnel. À l'heure actuelle, les marchés sont résilients. On imagine assez mal que la victoire de l'une ou de l'autre fasse bouger les indices plus que de raison, jusqu'à pousser la Fed à intervenir en catastrophe. Enfin, on verra jeudi soir, mais c'est en tout cas ce scénario qui pourrait être envisagé par certains traders. Alors vous l'aurez compris, ce matin, nous démarrons la semaine en ne parlant que des élections et un peu de la Fed. En revanche, ce qui est assez fou, c'est de voir que les chiffres de l'emploi qui ont été publiés vendredi après-midi sont déjà passés à l'as et pratiquement plus personne n'en parle. Pourtant, on en a parlé dans le Swiss Bliss ce week-end, il y aurait des choses à dire, tellement ces données étaient immondes. Mais quand on voit la réaction du marché vendredi, qu'on voit que la plupart des indices européens et américains terminent tous en terrain positif, on comprend mieux que le mot résilience n'est pas un vain mot et qu'on a dorénavant cette faculté incroyable qui est de ne plus réagir négativement sur une mauvaise nouvelle et de passer directement à autre chose en faisant abstraction de la chose. On dit que si on n'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vendredi après-midi, il faut quand même noter encore une fois que les clowns du Bureau of Labor Statistics, ils ont quand même publié des chiffres de l'emploi qui étaient tout simplement merdique. L'économie américaine a créé 12 000 emplois en octobre, ça on sait, ce qui était nettement inférieur aux attentes de 106 000. Pourtant, je vous le disais vendredi, les 106 000, ça paraissait pas non plus impossible à atteindre. Mais pour le reste, le taux de chômage est quand même, lui, resté à 4,1%, parfaitement en ligne avec les attentes. Et le chiffre qui a été publié vendredi était donc le chiffre le plus faible de création d'emplois aux États-Unis depuis juillet 2021. Alors, tous les signes continuent de nous montrer que le marché de l'emploi s'affaiblit. Mais tout le monde financier, en tout cas, s'en fout comme de l'an 40. Pourtant, s'il fallait en plus tirer sur l'ambulance, on retiendra quand même que le BLS a révisé à la baisse les chiffres des 2 derniers mois. Ce qui nous ramène donc à dire que les bonnes surprises des chiffres du mois de septembre passent à la trappe, que le mois d'août était pire que prévu, et encore une fois, on a pris des décisions d'investissement à l'époque, on a mis des stratégies en place en se basant sur ces chiffres, puis on se rend compte aujourd'hui qu'ils étaient complètement bidons, donc quid des stratégies qu'on a mis en place. Bref, les révisions du département du travail ont donc biffé 112 000 emplois sur les 2 derniers mois. D'un coup d'un seul. Les chiffres initialement publiés indiquaient que les États-Unis avaient créé 245 000 emplois en septembre, mais ils viennent d'être révisés à la baisse de 31 000 à 223 000. Dans le même temps, le rapport du mois d'août passe de 159 000 à 78 000. En gros, si on devait imager ça, c'est un petit peu comme si vous faisiez disparaître le public entier lors du Super Bowl du mois de février. Et puis en dehors de cette fabuleuse statistique qui dit que sur les 11 dernières publications des NFP, 8 ont été révisées à la baisse ensuite, et que près d'1 million d'emplois ont été révisés à la baisse ces 24 derniers mois. Donc des emplois qu'on nous a vendus à chaque publication, et qui en fait n'ont jamais existé. Alors vous me direz que présenté comme ça, on a quand même de la peine à comprendre que les marchés aient terminé aussi fortement en hausse vendredi soir. Alors je vous avoue que j'ai pas compris non plus, mais pourtant la raison était assez simple. Le BLS a annoncé que les chiffres avaient été biaisés par la grève de chez Boeing et par les 2 hurricanes successifs qui ont touché la Floride, la Caroline du Nord, etc., etc. Ils ont également précisé qu'ils ont eu toutes les peines du monde à avoir les réponses nécessaires à leur sondage parce que les sinistrés de Floride ont eu de la peine à répondre et parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, ils avaient autre chose à faire que rendre des comptes au BLS. Donc, la rationalité de tout ça, c'est que les chiffres de l'emploi étaient pourris parce que les gens qui se sont pris des vents à plus de 200 km/h sur la tronche et qui ont perdu leur maison et leur voiture, ils n'ont pas pris le temps de remplir les papiers correctement. Mais que l'on se rassure, ça ira nettement mieux le mois prochain quand ils vont engager du monde pour nettoyer les rues. C'est donc tout simplement l'espoir de voir un rattrapage au niveau de l'emploi le mois prochain qui a permis aux bourses mondiales de bien digérer ces chiffres immondes. C'est un peu comme ça qu'on peut l'analyser. Et puis alors, surtout, ce qui est inquiétant, c'est que personne ne parle des révisions à la baisse, parce que ça fait mauvais genre, surtout à la veille des élections. Et puis, on ne tient surtout pas compte non plus du fait qu'à l'intérieur des chiffres des NFP, si on creuse un peu au niveau du secteur privé, on apprend que l'économie américaine a perdu 28 000 emplois du secteur privé en octobre, la première perte nette depuis décembre 2020. Et si on regarde la moyenne sur 3 mois, on voit que 67 000 emplois sont créés en moyenne tous les mois, comme vous voyez sur le graphique, soit le niveau le plus bas depuis le Covid. Alors ce chiffre, il est nettement inférieur à la moyenne qu'on avait avant la pandémie, moyenne qui tournait autour des 150 000,
Et pour couronner le tout, sur 12 mois, eh bien, on note une chute de 1,5 million d'emplois dans le secteur privé. 1,5 million de licenciements pour parler français. Or, ce genre de chiffre n'a jamais été observé en dehors d'une récession. J'ai dit le mot récession? Non, je ne l'ai pas dit. Mais on s'en fout, hein, parce que de toute façon, si Trump est élu, il va régler le problème, et si c'est Kamala qui est élue, elle va aussi régler le problème, comme elle le fait si bien depuis 4 ans avec son président grabataire. Tout va donc très bien, comme on peut le voir, comme on peut le constater. Il n'y a absolument aucune raison de se poser la moindre question. Alors, on est tranquille et les marchés vont très bien. Pour ce qui est des nouvelles du jour, aujourd'hui, on notera que tout le monde s'est mis d'accord pour ne rien publier, ou presque, en attendant l'élection de mardi. Hein, c'est comme un jour férié. Il n'y a pratiquement aucune nouvelle économique qui vaille la peine d'être citée. Et la seule qui fait parler un peu de monde dans le monde de la finance, c'est Berkshire Hathaway qui a publié ses chiffres ce week-end, chiffre trimestriel qui annonce que sa pile de cash est toujours un peu plus haute. Warren Buffett a donc mis 325 milliards en cash de côté et il réduit toujours un peu plus ses investissements. Alors si vous regardez le chart qui s'affiche à l'écran, vous voyez qu'il n'y a pas de question à se poser, c'est historique pour Warren Buffett. Aujourd'hui, cette montagne de cash représente une masse d'argent qui est plus importante que toutes les market cap de toutes les sociétés du monde, sauf 27. Warren Buffett aujourd'hui pourrait racheter Netflix dans sa totalité, ou alors il pourrait s'offrir Roche, UBS et avoir encore un peu de cash pour acheter Logitech et Swissquote. Alors personne ne comprend trop bien ce qu'il est en train de faire, mais on peut peut-être se dire qu'il a peur et qu'il réduit tout simplement son exposition. Peut-être qu'il a regardé son indicateur, le Warren Buffett Indicator, et qu'il est angoissé. L'avenir nous le dira. Mais en attendant, le Warren Buffett Indicator, c'est quoi exactement? L'indicateur Buffett, également connu sous le nom de Market Cap to GDP, a gagné vraiment en popularité en tant qu'indicateur d'évaluation du marché à long terme, surtout parce que c'est quasiment le seul indicateur que Warren Buffett regarde. Et dans une interview accordée au magazine Fortune il y a quelques années, une vingtaine d'années en tout cas, Buffett l'avait qualifié de probablement la meilleure mesure de la situation des valorisations à un moment donné. Le calcul qu'on fait est assez simple, hein, c'est hyper basique, et bien ça consiste à diviser la valeur totale du marché de toutes les actions cotées en bourse d'un pays par le produit intérieur brut de ce dernier, le PIB quoi. En comparant la taille du marché boursier à la production économique globale, ce ratio nous donne une idée de la valorisation relative du marché par rapport à l'économie. Alors en supposant bien sûr que la bourse reste le reflet d'une économie, qui n'est absolument pas le cas en ce moment, mais en supposant que dans un monde réel, ce soit encore le cas. Alors pour illustrer la chose, l'approche courante consiste à examiner le ratio entre le Wilshire 5000 et le PIB américain. Alors, le Wilshire 5000, c'est un gros indice qui est considéré comme l'indice de référence pour le marché américain des actions en termes de quantité et de largeur et de diversification. Il vise donc à mesurer la capitalisation boursière totale de tous les titres cotés en bourse et surtout dont les prix sont accessibles. Autrement dit, c'est les titres liquides, hein, pas les trucs où personne n'est dessus. Donc en divisant cet indice de marché par le PIB, on obtient un instantané de la valorisation du marché par rapport à la performance économique du pays. Donc, en observant le graphique du Warren Buffett Indicator, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po et d'avoir une licence en mathématiques pour comprendre que, intelligence artificielle ou pas, on est en plein délire. Et si on n'est pas en plein délire, on s'en rapproche dangereusement. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce début de semaine. Donc il faut retenir que l'économie ne va pas si bien, mais qu'on s'en fout, qu'il n'y aura pas grand-chose comme chose importante en dehors des élections jusqu'à mercredi matin. En attendant, commencez bien votre semaine, tranquille. Profitez bien, stretching et échauffement, hein, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live dans lequel je vais parler encore une fois d'élections américaines. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo, partagez-la, surtout partagez-la. Il faut qu'on monte nos abonnés, nos followers. Et puis, si vous avez envie de la commenter, n'hésitez pas à la commenter. Et nous, on se voit demain. Très bonne journée à tous. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye.